Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui. En ce jeudi 23 mars, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet d'importance dans l'univers des cryptos. Et vous le savez, dans l'univers spécifiquement des stablecoins, eh bien, ça tangue pas mal depuis pas mal de temps. Et je vous ai mis cette vidéo ici et que je vous pointe et que je vous conseille d'aller regarder. C'est la dernière que j'ai faite concernant ce qui s'est passé il y a maintenant 10 jours avec l'USDC qui, vous le savez, a bien tangué pendant tout un week-end, dû à la faillite de la banque SVB, Silicon Valley Bank. Vous le savez, le monde de la finance traditionnelle, finalement, c'est celui qui est le plus dangereux. Je m'en suis pas mal expliqué. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, je vous rappelle évidemment que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications. Vous cliquez sur les pouces pour améliorer le référencement sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir aussi ma chaîne sur Odyssée où vous pouvez directement vous abonner. Et vous avez mon site internet avec les liens ci-dessous, ainsi que mon fil Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver sur tous ces endroits. Je reviens donc au vif du sujet. J'ai beaucoup parlé depuis maintenant longtemps. Je vous dis combien je pense que le Bitcoin est l'actif par essence liquide qui va vous permettre de vous sauver de toutes les faillites qui sont à venir dans le système, je dirais, de la finance traditionnelle avec les problèmes bancaires que nous avons abordés dans la vidéo que je vous ai pointée tout à l'heure et puis au fil d'autres vidéos. J'en ai beaucoup parlé. Donc c'est des sujets qui maintenant, je pense, sont bien compris. Alors, le problème, et ça j'en ai parlé là aussi depuis pas mal de temps, le problème c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à mettre tous vos actifs liquides dans le Bitcoin? Alors évidemment, certains diront oui, et finalement, il est vrai qu'avec la baisse récente du Bitcoin, lorsqu'il était aux alentours entre 15 et 20 000 dollars, ça n'aurait pas été idiot de absolument tout transformer en Bitcoin et puis finalement de ne vivre plus qu'en Bitcoin. En attendant, je dirais, le temps qui arrivera, j'en suis maintenant de plus en plus convaincu, un jour viendra où vous aurez la possibilité de vivre réellement en Bitcoin, ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans pas mal de pays du monde, mais où ce nombre de pays ne fera que grandir, où vous pourrez, grâce probablement au Lightning Network notamment, vous pourrez faire tous vos achats directement en Bitcoin sans passer par des exchanges ou des systèmes comme la carte Nexo ou comme la carte crypto.com ou la carte Binance qui vous ramènent en fait dans le monde fiat puisque vous faites vos paiements avec des systèmes Visa et Mastercard qui aujourd'hui sont évidemment prédominants dans le monde des paiements digitaux. Mais demain, et déjà aujourd'hui, je pense que les choses vont évoluer très rapidement. Et donc, en attendant ce jour-là, évidemment, il est tout plus que judicieux de se dire qu'on garde quand même une partie de ses actifs liquides en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire euros, dollars ou autres, selon le lieu où vous habitez. Alors, vous le savez, une des problématiques et une des grandes problématiques qui donc a été illustrée il y a juste 10 jours avec l'USDC qui a tangué à cause d'une faillite bancaire, c'est que des stablecoins, vous en avez deux sortes. Vous aviez le stablecoin classique, si vous voulez, qui a été lancé par Tether, il y a maintenant bien longtemps, et finalement l'USDC, le BUSD sont sur cette lignée-là. Alors chacun avec des promesses qui peuvent varier selon le collatéral qu'ils mettent de côté, mais en gros ces stablecoins-là, ce sont des stablecoins qui vous garantissent si c'est un stablecoin dollar ou si c'est un stablecoin euro, ils vous garantissent d'avoir l'équivalent en dollars ou en euros de côté. Alors, quand on dit de côté, ça veut dire malheureusement les avoir dans une banque. Et finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, finalement le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que c'est là la faille. La faille, elle est dans le fait de faire confiance à un tiers détenteur pour vos actifs. Vous savez, c'est bien le problème de base de tout le système financier actuel. Et le Bitcoin, c'est ce qu'il est venu régler, c'est cette problématique qu'il n'y a plus besoin de tiers détenteurs.
Donc, tout ce qui nécessite d'avoir un tiers détenteur, donc un tiers de confiance, est par essence dangereux, parce que vous devez lui faire confiance. Donc, on le voit avec les banques, et donc, tous ces stablecoins qui vous promettent d'avoir l'équivalent des dollars qu'ils ont émis en stablecoin de côté, les ont de côté chez des tiers détenteurs. Il n'y a pas d'autre manière, ils ne les ont pas en cash dans leur coffre, hein. Donc, c'est bien gardé dans des banques. Et là, on a vu que c'est finalement le maillon faible de tout le système financier, à nouveau, hein, toujours le même, qui a fait tanguer l'USDC il y a maintenant 10 jours. Alors, même si la Fed est intervenue, elle a promis maintenant qu'elle allait baquer tous les dollars qui sont aux États-Unis, donc ça, c'est. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous vous rendez compte du ridicule de la situation, puisque tout ça est rigoureusement impossible. Et si ça devait être le cas, alors je ne vous dis pas, on partirait dans une impression monétaire complètement hors de contrôle, ce qui est déjà plus ou moins le cas de toute façon. Donc, la problématique de ces stablecoins-là, c'est celle-là. Vous aviez une deuxième catégorie de stablecoins, qui étaient des stablecoins qui se voulaient algorithmiques. Et le plus connu d'entre eux, en tout cas le plus vieux, c'était le DAI, qui existe toujours, hein. Le problème, alors, on a plusieurs problématiques par rapport à ça. Le premier problème, c'est que le DAI se dit un stablecoin algorithmique parce qu'il est backé par un système directement de smart contract sur la blockchain Ethereum. Le problème, c'est que dans son smart contract et dans les actifs qui backent le DAI, on retrouve l'USDC ou l'USDT. Alors, retrouver dans un stablecoin qui se veut algorithmique, qui ne fonctionne que par smart contract sur la blockchain, finalement des actifs derrière qui, eux, sont des actifs centralisés, comme l'USDC ou l'USDT, eh bien, vous voyez vous-même comme tout ça, en fait, rend le stablecoin qui, soi-disant, serait algorithmique, le rend finalement dépendant d'une autorité centrale. Et si demain, il y a un problème avec l'USDC, le DAI va obligatoirement en souffrir. Donc, et pourrait perdre son PEG avec $1 du fait qu'il y ait un problème bancaire dans un des stablecoins qui back le DAI. Maintenant, vous aviez une deuxième sorte de stablecoin algorithmiques qui sont apparus, alors notamment avec Terra et Luna. Alors là, évidemment, c'était il y a un an, la grande faillite de Terra, d'ailleurs, qui a, je crois, été le déclencheur de toute la partie de tout le marché baissier finalement qu'on a connu dans les cryptos. Ça, je crois, on peut le dire, ça a démarré avec le problème de Terra Luna. Mais la promesse de Terra, c'était de vous faire un stablecoin, lui, qui sera uniquement backé par de la crypto sur la blockchain. Alors là, c'était bien. L'idée était excellente. Le problème, c'est que c'était backé que par le Luna, et donc on avait un système qui tournait en rond, hein, qui se mordait la queue. Là aussi, on a vu ce que ça a donné avec la faillite finalement de Luna et le dépeg de l'UST qui est parti à quasi zéro. Donc, grosse perte pour ceux qui avaient ce stablecoin-là. Et alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre stablecoin que j'étudie depuis plusieurs mois. Donc, je reviens sur ce que je vous disais en introduction, hein. Moi, la problématique, elle est finalement, si vous avez des bitcoins, vous êtes très serein parce que vos bitcoins, personne ne peut vous les prendre, hein, évidemment, tant que vous détenez les clés privées. Si vous voulez garder de côté, quel que soit le pourcentage, hein, que ce soit 10%, 20, 30 ou 80% de vos avoirs dans des liquidités dollars ou euros, ou quelle que soit votre monnaie, aujourd'hui, vous êtes confronté à cette difficulté qui est donc liée à la faiblesse et au maillon faible du réseau du système financier traditionnels, qui sont évidemment les banques et cette problématique de tiers détenteurs. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un stablecoin, comme je vous le disais, que j'étudie depuis quelques mois et qui s'appelle Liquity. Alors, Liquity a un stablecoin associé. Donc, Liquity, c'est tout un protocole. Vous allez trouver tout ça. Évidemment, je vais vous mettre les liens ci-dessous, liquity.org. Liquity a un stablecoin associé qui est le LUSD. Alors, vous allez me dire quelle est la différence. La différence avec tous les autres stablecoins, c'est que le LUSD est un stablecoin qui a pour collatéral uniquement Ethereum. Alors,
Le système, je vais pas trop rentrer dans le détail de la façon dont ça fonctionne, mais j'ai tout lu et je pense que j'ai compris, en tout cas 90% de la façon dont ça fonctionne. Et ça me paraît être quelque chose de quand même très solide. Alors on a, je vous le dis tout de suite, il y a évidemment deux risques avec LUSD. Le premier, c'est le risque qu'il y ait un problème de code dans le programme, dans les smart contracts, et qui ferait que tout à coup, il y a une problématique par rapport à ça. Le deuxième risque, alors ce risque-là, le premier, bah, je le considère comme mineur parce que l'equity, ça fait longtemps que ça opère. Bon, évidemment, ça a été audité, etc. Bon, maintenant, voilà, c'est des risques qui existent, hein, c'est certain. Le deuxième risque, c'est celui du dépeg du LUSD avec le dollar. Là aussi, c'est un risque que j'estime très minime et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cela ne pourrait arriver en fait que si, en gros, l'Ether, pour faire simple, hein, partait à zéro. Je dis bien zéro. Tant que l'Ether aura un prix, on peut estimer, en tout cas vu leur protocole. Alors évidemment, il y a une question de vitesse à laquelle l'Ether pourrait baisser. Hein. Si l'Ether passait de 1700 à 10 dollars en une heure, j'imagine bien qu'il y aurait des problématiques associées. Bon, vous noterez comme moi qu'il y a il y a quand même je dirais des extrêmes dans lesquels tout est toujours possible, hein, mais qui semblent quand même beaucoup moins probables. Mais même dans des cas où l'Ether pourrait vraiment perdre 50% de sa valeur en 3 ou 4 heures, tout est prévu pour que le LUSD garde son peg. Alors pourquoi? Parce que le système, il est que vous avez en permanence dans le système Liquidity, et bien sûr, je vous invite à tout lire, c'est pas très compliqué, hein, vous avez une section doc sur liquidity.org, et dans cette section, tout est expliqué, c'est assez clair. Euh, En gros, si vous voulez, vous avez un système qui est en permanence avec du collatéral à 150%, donc des Ethers représentent 150% du nombre de LUSD émis. Minimum, minimum. Et si on est au-dessus de 150%, on est dans un mode normal du fonctionnement. Et donc vous, à titre personnel, vous pouvez avoir un collatéral qui va jusqu'à 110%. Donc 110% de collatéral. Si vous tombez en dessous, vous êtes liquidé. Donc vous voyez déjà que vous avez ces 10% de marge et qui font que pour ceux qui vous liquident, eh bien, il y a un intérêt à le faire. Et vous, bien sûr, vous avez intérêt à rester toujours au-dessus de 110%. Si la totalité du système global est au-dessus de 150%, on reste dans cette configuration-là. Si jamais à un moment donné on descend en dessous de 150%, et là je parle globalement de tout le système Liquidity, dans ce cas-là, il passe en recovery mode. Hein, pareil, je vous conseille de bien vous renseigner là-dessus. Et dans ce mode, même tous les troves, comme ils appellent, c'est-à-dire tous les emprunts qui sont faits avec l'Ether en collatéral pour émettre des LUSD, doivent passer de 110% eux-mêmes à 150% de collatéral. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est, en fait, on vous incite à être toujours en permanence au minimum à 150% de collatéral. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai regardé tout à l'heure, on est globalement à 296% de collatéral, donc oui, c'est énorme. Donc on est très très loin du recovery mode dont je vous ai parlé. Et puis j'ai regardé les troves les plus bas sont aujourd'hui à 116%. Donc oui, ils sont proches de la liquidation parce que ils viennent de s'ouvrir et si jamais l'Ether baisse, et ils ont fait les emprunts en mettant le minimum d'Ether. C'est à vous de faire vos choix, de calculer vos risques. Et bien sûr, vous pouvez en permanence rajouter du collatéral si vous voyez que vous approchez les 110% avant de vous faire liquider. Le système est quand même très intelligemment pensé et permet en fait de faire face à toutes les situations. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je ne suis pas un grand fan spécifiquement d'Ethereum, même si je suis un peu investi dessus. Vous le savez, je suis plutôt un grand fan du Bitcoin. Donc en fait, je vous parle de ça parce que là, j'ai trouvé, je crois, dans le LUSD, je dirais, la réponse que je cherchais à finalement ce que pouvait être un stablecoin réellement décentralisé, reproduisant la valeur du dollar, mais complètement en dehors du système dollar, donc en dehors du système bancaire, en dehors du système financier traditionnel. Et c'est ça que je trouve très très intéressant, parce qu'évidemment, l'étape suivante, et en fait, j'ai été amené à y réfléchir beaucoup suite à ce qui s'est passé il y a 10 jours, avec notamment ce qu'avait annoncé CZ à la suite du dépeg de l'USDC et de la faillite de la Silicon Valley Bank. CZ lui-même a dit qu'il allait commencer à réfléchir à s'écarter un petit peu du modèle de BUSD, donc
de son stablecoin, hein, pourtant backé par des dollars dans une banque, et voyant bien que les difficultés à avoir des partenariats bancaires pour les entreprises crypto, se tourner idéalement vers un stablecoin qu'il aimerait voir arriver, un stablecoin Bitcoin, alors adossé au Bitcoin. Alors bien sûr, c'est mon souhait le plus profond. Aujourd'hui, je dirais par défaut, hein, je me suis tourné vers ce stablecoin Liquity, qui lui est adossé sur l'Ether, qui est quand même, je dirais, le deuxième actif le plus important de toute la sphère crypto. Je dirais le premier, parce que vous le savez, le Bitcoin, je mets complètement à part. Je préférerais bien sûr voir arriver très vite un stablecoin avec le Bitcoin comme collatéral, ce qui pour moi serait la fin de tout le stress sur les stablecoins. Et là, enfin, vous pouvez dormir tranquille en vous disant plus de banque. Et là, je dirais, la banque, c'est terminé. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout besoin de banque. Et bien sûr, aujourd'hui, moi j'attends le jour, c'est ce que je vous disais en introduction, moi j'utilise encore ces cartes, vous savez, crypto.com ou Nexo pour vivre au jour le jour, parce que c'est vrai que j'envoie du coup des cryptos petit à petit sur ces cartes pour pouvoir les utiliser. Mais bientôt, on arrivera au moment où tout ça sera même plus nécessaire et où entre votre stablecoin, si vous voulez, qui reproduit la valeur d'un dollar ou d'un euro, sans pour autant être tributaire des problématiques bancaires, c'est extraordinaire, parce que là, vous avez votre stablecoin, vous avez votre bitcoin, et vous êtes complètement en dehors du système bancaire, et c'est, je crois, le système financier vers lequel, en tout cas, qui va être parallèle au système financier traditionnel, parallèle pendant un temps, avant peut-être de le supplanter complètement, hein, lorsque tout ça se sera craché gentiment, et probablement dans les mois, années à venir. Mais ça, évidemment, c'est de la prospective. On ne sait pas ce qui se passera. Voilà, en attendant, je vous le dis, j'ai donc décidé, et je pense que c'est quelque chose vers lequel vous pouvez vous tourner, si comme moi, vous avez cette problématique, bien sûr, de savoir où garder de manière sécurisée, finalement, des dollars ou leur équivalent. En plus, les LUSD sur les protocoles, et je vais vous mettre les liens là aussi ci-dessous, le protocole que j'utilise, parce qu'il faut savoir que liquity.org n'exploite pas directement de protocole pour utiliser leur système. Il faut aller sur d'autres protocoles, en fait, hein, qui sont listés d'ailleurs sur leur site. Moi, j'en utilise un, je vous mettrai le lien ci-dessous, et qui permet, avec ces LUSD, de les mettre dans le Stability Pool, hein, ce Stability Pool qui fait partie de l'écosystème Liquity et qui permet de venir liquider les troves qui sont en dessous de 110% et qui vous permet de gagner des taux d'intérêt payés en LQTY, qui est un token de Liquity. Alors ça, c'est un des aspects qui me plaît moins, je vous l'avoue, d'être payé dans un token encore. Donc moi, j'aime plus trop tous ces tokens qui servent peut-être pas à grand-chose, à part en avoir mis plein les poches au début aux créateurs, ce qui est d'ailleurs le cas, hein, puisque le Liquity Token, on voit comment il a été distribué. Je crois que 60 ou 65% ont été prédistribués. Donc ça, évidemment, c'est pas pour me plaire. En revanche, c'est pas très grave, hein. Vous prenez vos Liquity Tokens régulièrement. Alors évidemment, vous avez les frais de la blockchain, hein, mais voilà, dès que vous l'estimez, vous y allez. Vous pouvez les changer sur des plateformes décentralisées comme Uniswap ou comme Curve Finance. Vous avez les swaps possibles vers le LUSD et vers le LQTY. Voilà. LQTY, je vous le dis tout de suite, c'est un token que peut-être j'en garderai un peu parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup varié, mais c'est le token dans lequel vous recevez finalement vos rewards en stakant vos LUSD. Et finalement, si vous décidez d'en faire un intérêt par rapport au dollar que vous mettez de côté, évidemment, vous avez intérêt à les changer en dollars, donc en LUSD le plus régulièrement possible, pour profiter et pour avoir réellement un taux d'intérêt en dollars. Voilà, chacun après fait ce qu'il veut avec ses LQTY. Moi, encore une fois, je vous ai parlé de ça parce que le protocole lui-même me semble ultra safe. Le système des liquidity tokens, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, on passe par là. Évidemment, lorsqu'arrivera, et je pense que ça va arriver plus vite qu'on ne le pense, le stablecoin sur le Bitcoin, qui lui sera adossé au Bitcoin, qui aura comme collatéral uniquement le Bitcoin, et je pense qu'il n'y aura pas besoin de s'embêter avec un autre token.
eh bien évidemment, je basculerai absolument et sereinement là-dessus, sachant que ça a été proposé récemment par, alors j'ai perdu le nom, pareil, j'essaierai de vous retrouver le nom et de vous mettre le lien, de l'interview de celui qui a proposé récemment de même créer un Naka dollar, vous voyez, avec un petit clin d'œil sur Nakamoto, un Naka dollar qui serait exactement ça, c'est-à-dire un stablecoin dollar adossé au Bitcoin. Allez, voilà pour aujourd'hui. Je vois que la vidéo a fait 20 minutes. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair pour vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.